Le score était de 42-38 pour les Lakers lorsque j'ai ressenti la première douleur dans la poitrine. Ce n'était pas de la fatigue ordinaire. C'était quelque chose de différent, comme si quelqu'un serrait mon cœur de plus en plus fort. J'étais dans les tribunes VIP du TD Garden à Boston, entouré de dizaines de milliers de personnes qui criaient pour les Celtics, quand ma vision a commencé à s'assombrir sur les bords. La douleur irradiait dans mon bras gauche comme du feu liquide. « À l'aide !» ai-je crié, mais ma voix s'est perdue dans le rugissement de la foule qui célébrait un tir à 3 points de Jason Tatum. C'est alors que je me suis effondré. Je m'appelle Tyler, à 28 ans, je n'aurais jamais imaginé me battre pour ma vie pendant le match le plus attendu de la saison. Le match pour lequel j'avais économisé pendant des mois afin de m'offrir des places premium comme cadeau d'anniversaire. Les ambulanciers m'ont trouvé inconscient entre les rangées de sièges. Ils m'ont dit plus tard que j'avais eu de la chance que cela se soit produit là, entouré de gens. Quelqu'un a immédiatement appelé les secours. Les médecins du stade sont arrivés en moins de 2 minutes. Infarctus aigu du myocarde à 28 ans. Ces mots ont résonné dans ma tête lorsque je me suis réveillé dans l'unité de soins intensifs du Massachusetts General Hospital, relié à des machines qui bipaient constamment, surveillant chaque battement de mon cœur traître. La première chose à laquelle j'ai pensé n'était pas la douleur ou la peur. C'était ma famille. Ils devaient être terrifiés, courant dans les couloirs de l'hôpital, se disputant avec les infirmières pour me voir. Mais quand j'ai ouvert complètement les yeux, je n'ai vu qu'une infirmière qui ajustait ma perfusion. Pas de mère en larmes. Pas de père inquiet. Aucune de mes 2 sœurs ne me tenait la main. « Votre famille a été prévenue », m'a dit l'infirmière, Janet, avec un sourire gentil. « Ils doivent être en route. » C'était mardi à 9 h du matin. Mercredi midi, toujours seul, j'ai commencé à vérifier mon téléphone de manière obsessionnelle. Aucun appel manqué. Aucun message. Pas même un « ça va » sur WhatsApp. C'est jeudi que je l'ai vu. Une notification Instagram. Mélissa, ma petite sœur, m'avait tagué sur une photo. Mon cœur, encore fragile, s'est emballé d'espoir. Enfin une marque d'attention, peut-être une prière publique pour mon rétablissement. La photo s'est chargée lentement sur la mauvaise connexion Internet de l'hôpital. C'était toute ma famille. Ma mère, Suzanne, souriant radieusement dans un restaurant chic. Mon père, Robert, trinquant avec un verre de vin rouge. Mélissa et ma sœur aînée, Amanda, prenant la pose devant des assiettes de homard. La légende m'a transpercé l'âme plus profondément que n'importe quel scalpel. Dîner en famille pour fêter la promotion de papa. Nous pouvons enfin nous détendre sans drame ni personne toxique. #BlessedFamily, #PeaceAtLast, #FamilyFirst. Ils m'avaient tagué sur cette photo. Ils m'avaient tagué comme si j'étais une blague entre eux. Comme si moi, qui luttais pour survivre seul dans un lit d'hôpital, j'étais le drame qui avait enfin été éliminé de leur vie parfaite. J'ai regardé les machines autour de moi, les fils collés à ma poitrine, la perfusion intraveineuse qui maintenait mon corps en vie. Puis j'ai regardé à nouveau la photo de ma famille heureuse, célébrant mon absence. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Pas physiquement, cela s'était déjà produit pendant le match. Quelque chose d'émotionnel s'est brisé avec un claquement si audible que j'aurais juré que les machines pouvaient le détecter. C'est alors que j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas absents par hasard. Ils étaient absents par choix. Et si vous suivez cette histoire de trahison familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé après cette découverte n'était que le début d'un revirement qui allait changer nos vies à jamais. Car pendant qu'ils trinquaient à mon absence, j'étais sur le point de découvrir quelque chose sur ma famille qui ferait de cette photo sur les réseaux sociaux le moindre de mes problèmes. 48 heures s'étaient écoulées depuis que j'avais vu cette photo. 48 heures de silence absolu de la part de ma famille, tandis que je restais connecté à des moniteurs cardiaques, essayant d'assimiler la réalité de ma situation. Ce n'était pas la première fois que j'étais absent des célébrations familiales. En fait, plus j'y pensais, plus je remarquais un schéma que j'avais ignoré pendant des années. Ma famille avait une capacité impressionnante à disparaître lorsque j'avais le plus besoin d'elle, mais à réapparaître comme par magie dès que ses problèmes financiers surgissaient. Comme lorsque ma mère, Suzanne, m'a appelé en pleurs l'année dernière parce que sa voiture était tombée en panne. « Tyler, mon chéri, tu es le seul qui puisse m'aider. Ton père traverse une période difficile au travail. » 24 heures plus tard, j'avais déposé $3,500 sur son compte. Ou lorsque Mélissa, il y a 3 mois, s'est présentée à ma porte à 22 h en disant qu'elle allait être expulsée si elle ne payait pas son loyer en retard. Tu es mon grand frère, Tyler. À qui d'autre puis-je faire confiance? $2 200 supplémentaires ont quitté mon compte d'épargne. Amanda n'était pas en reste. Sa boutique de vêtements en ligne était toujours sur le point de décoller, mais avait besoin un petit coup de pouce pour y arriver. 5 investissements différents au cours des 2 dernières années,
pour un total de près de 8 000 $. Des investissements qui n'étaient jamais mentionnés après les dépôts. Et puis il y avait mon père, Robert, le maître des urgences financières. Problèmes fiscaux, réparations dans la maison, opportunités d'investissement à ne pas manquer, qui nécessitaient toujours des capitaux immédiats. Au cours des 3 dernières années, j'avais été sa banque personnelle à au moins 17 reprises. Maintenant, allongé dans ce lit d'hôpital, j'ai fait le calcul mentalement. Entre les prêts directs, les factures que je payais régulièrement et les investissements familiaux, j'avais transféré plus de 60 000 $ à ma famille au cours des 3 dernières années. 60 000 $ qui n'ont jamais été remboursés. Ils n'ont même jamais été mentionnés comme des dettes. C'était toujours des faveurs entre membres de la famille ou des investissements dans notre avenir commun. Mais quand je me battais littéralement pour ma vie, silence total. L'ironie m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Il fêtait la promotion de mon père. La même promotion qu'il a obtenue après que je l'ai aidé à rembourser ses dettes de carte de crédit, afin qu'il puisse passer la vérification des antécédents financiers de l'entreprise. Le poste qu'il a obtenu en portant le costume à 3 000 $ que je lui ai payé, parce qu'une apparence professionnelle est un investissement dans l'avenir de la famille. J'ai éclaté de rire. Pas de joie, mais d'incrédulité pure. Un rire amer qui a fait se retourner les infirmières, inquiètes, à la fenêtre de ma chambre. Ils n'étaient pas absents par cruauté. Ils étaient absents parce que, pour la première fois depuis des années, ils n'avaient besoin de rien de moi. Il n'y avait pas de facture en retard à payer, pas de crise financière à résoudre, pas des opportunités à financer. Je ne leur étais utile que comme distributeur automatique ambulant. C'est alors que mon téléphone portable a sonné. Enfin, ai-je pensé. Quelqu'un de ma famille se souvient que j'existe. Le nom qui s'affichait à l'écran m'a fait sourire pour la première fois depuis des jours, grand-père Henri. Henri Chêne, mon grand-père paternel de 82 ans, la seule personne de ma famille qui ne m'ait jamais demandé un centime. L'homme qui avait bâti une petite fortune grâce à un magasin d'outils et à des investissements judicieux, mais qui avait toujours vécu simplement et modestement. Tyler, mon garçon, je viens d'apprendre pour ton cœur. Je pars tout de suite. Sa voix, bien que rauque par l'âge, était empreinte d'une inquiétude plus sincère que celle que j'avais entendue chez n'importe quel membre de ma famille au cours des 2 dernières années. Grand-père, tu n'as pas besoin de conduire jusqu'à Boston. Tout va bien ici. N'importe quoi. Je suis déjà sur la route. Et Tyler? Oui, monsieur. As-tu parlé à tes parents de ce qui s'est passé? Le silence s'est prolongé pendant plusieurs secondes. Je comprends, a-t-il dit, et il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait qu'il comprenait beaucoup plus que je ne le pensais. J'arrive dans 2 heures. 2h15 plus tard, Henri Chêne est entré dans ma chambre comme une bouffée de détermination concentrée. À 82 ans, il se déplaçait encore avec l'assurance de quelqu'un qui avait affronté de réelles adversités et en était sorti victorieux. Il m'a serré fort dans ses bras, puis s'est écarté pour m'examiner de ses yeux qui restaient vifs malgré son âge. « Tu as mauvaise mine, mon garçon. Mais tu es en vie, et c'est ce qui compte. » Il tira une chaise près de mon lit et s'assit, m'observant avec l'intensité de quelqu'un qui lit entre les lignes. « Maintenant, dis-moi, où sont tes parents? Tes sœurs ?» Cette simple question brisa quelque chose en moi. Pendant 3 jours, j'avais essayé de rationaliser leur absence, de trouver des excuses, d'imaginer qu'ils ne savaient peut-être tout simplement pas comment m'aider en cas d'urgence médicale. Mais la présence de mon grand-père, qui avait conduit 2 heures dans une tempête de neige pour être là, rendait impossible de continuer à faire semblant. Je lui montrai la photo Instagram. Henri a longuement étudié l'image, son expression se durcissant progressivement. Quand il a enfin parlé, sa voix était chargée de décennies de déception contenue. « Tyler, depuis combien de temps soutiens-tu financièrement cette famille ?» La question m'a pris au dépourvu. Je ne subviens aux besoins de personne, grand-père. Je les aide seulement quand ils en ont besoin. Et à quelle fréquence en ont-ils besoin? J'ai commencé à répondre automatiquement, mais je me suis arrêté. Quand j'ai vraiment calculé, la fréquence était effrayante. Pratiquement tous les mois. Ai-je finalement admis. Henri a hoché lentement la tête, comme si un soupçon de longue date venait d'être confirmé. Ton père m'a appelé la semaine dernière, Tyler. Il m'a posé des questions sur les testaments, les héritages, si j'avais pensé à l'avenir de la famille. C'était la première fois qu'il m'appelait depuis 6 mois. Mon estomac s'est noué. Il ne savait pas pour ma crise cardiaque quand il t'a appelé, n'est-ce pas? Non. Il t'a appelé 3 jours avant ton match des Celtics. Le silence qui a suivi était lourd de sous-entendus que personne ne voulait exprimer. Mon grand-père s'est penché vers moi, la voix basse mais ferme. Tyler, ils savent que tu es à l'hôpital. Le Massachusetts General a des protocoles stricts.
Ils ont appelé tous tes contacts d'urgence dès le premier jour. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont supposé que tu te remettrais tout seul, comme tu l'as toujours fait. Et parce que, pour la première fois depuis des années, ils n'ont pas besoin de toi pour quoi que ce soit d'urgent. Ces mots m'ont frappé comme un diagnostic médical brutal, mais précis. Henri poursuivit. Pendant ce temps, il célèbre une promotion qui n'a été possible que parce que tu as remboursé les dettes de ton père. Avec l'argent que tu as gagné en travaillant 60 heures par semaine. Il fit une pause, laissant la réalité s'imprégner complètement. Tyler, tu n'es pas leur fils. Tu es leur plan de retraite. À ce moment-là, quelque chose de fondamental a changé en moi. Pas de la colère, pas de la tristesse, mais une clarté cristalline sur la véritable nature de mes relations familiales. Et tandis que mon grand-père continuait à m'observer de ses yeux qui avaient vu de nombreuses batailles, je compris qu'il n'était pas là pour une simple visite de courtoisie. Il m'offrait quelque chose dont je n'avais jamais soupçonné avoir besoin. La vérité. Et peut-être un allié pour ce qui allait suivre. Car s'il voulait me traiter comme une banque, il était temps que j'apprenne comment les banques fonctionnent quand les paiements cessent d'arriver. Au cours des 48 heures qui ont suivi, pendant que je me remettais sous les soins attentifs de l'équipe médicale, Henri est resté à mes côtés comme un garde silencieux. Il avait apporté son ordinateur portable et un dossier volumineux qui n'a pas ouvert devant moi, mais qu'il consultait de temps en temps quand il pensait que je dormais. Le 3e jour de sa présence, mon téléphone a commencé à sonner sans discontinuer. Le premier appel est venu de Mélissa à 6h43 du matin. Puis Amanda, 10 minutes plus tard. Ensuite, ma mère, Suzanne, d'une voix étrangement douce que je n'avais pas entendue depuis des mois. Tyler, mon chéri, nous avons appris que tu étais à l'hôpital. Pourquoi ne nous as-tu pas prévenus? Nous sommes tous très inquiets. J'ai regardé Henri, qui buvait son café, et observé ma réaction avec un intérêt clinique. Comment l'avez-vous su? Lui ai-je demandé, la voix encore rauque à cause des médicaments. Eh bien, Amanda a rencontré une amie qui travaille à l'hôpital. Nous venons te rendre visite cet après-midi. L'appel a pris fin et Henri a posé sa tasse. Timing intéressant, murmura-t-il. 3 jours après ta crise cardiaque, il découvre où tu es. Juste après que la banque ait appelé chez toi hier soir. Quelle banque? Henri ouvrit son dossier et en sortit une série de documents. Tyler, pendant que tu te remettais, j'ai pris la liberté de faire quelques vérifications. Tu as autorisé des virements automatiques de ton compte vers 5 personnes différentes. Le montant total mensuel s'élève à 3800 $. Mon estomac se noie. Je savais que j'aidais ma famille, mais je n'avais jamais calculé le montant total. Hier soir, la banque a tenté de traiter les virements habituels. Votre compte était temporairement gelé en raison de votre hospitalisation, conformément à la procédure standard en cas d'urgence médicale. Ils ont appelé tous les bénéficiaires pour les informer du retard. La vérité m'a frappé comme un coup de tonnerre. Ils ne venaient pas parce qu'ils se souciaient enfin de moi. Ils venaient parce que l'argent avait cessé de couler. Henri a continué, d'un ton plus grave. Tyler, depuis combien de temps es-tu co-signataire de l'hypothèque de tes parents? 3 ans. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un avec un meilleur crédit pour refinancer. Et le compte courant de Mélissa? 2 ans. Pour les urgences, a-t-elle dit. Et tu paies l'assurance vie d'Amanda, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Henri posa les documents devant moi. Parce que j'ai engagé un détective privé la semaine dernière. Après l'appel de ton père au sujet de l'héritage, j'ai commencé à soupçonner qu'il y avait plus que ce qu'il voulait bien admettre. Les documents révélaient un réseau complexe de dépendance financière. Je ne faisais pas que donner un coup de main à ma famille de temps en temps. J'étais littéralement le pilier financier qui soutenait tout leur mode de vie. La maison où vivaient mes parents, une hypothèque à mon nom en tant que co-signataire principal. La voiture que conduisait Mélissa, un prêt garanti par moi. L'expansion de l'entreprise en ligne d'Amanda, un prêt commercial avec ma signature. Même l'assurance maladie de la famille était en partie financée par des virements mensuels que j'avais autorisés 2 ans auparavant lors d'une urgence temporaire de ma mère. Tyler, dit Henri doucement, tu n'es pas leur fils. Tu es leur banque personnelle. À ce moment-là, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était mon père, Robert. Tyler, mon fils, comment vas-tu? Nous venons d'apprendre que tu es à l'hôpital. Quelle frayeur! Sa voix trahissait une inquiétude feinte que je reconnaissais bien lorsqu'il avait besoin d'argent. Je me remets, papa. Tant mieux, tant mieux. Écoute, Tyler, nous avons eu quelques problèmes avec des virements bancaires hier. Tu pourrais jeter un œil quand tu te sentiras mieux? Rien d'urgent, bien sûr, mais... La phrase resta en suspens, lourde d'attente. Papa,
Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir quand vous avez su que j'étais à l'hôpital? Un silence s'installa pendant plusieurs secondes. Eh bien, Tyler, nous ne voulions pas te déranger pendant ta convalescence. Nous savons à quel point tu tiens à ton intimité. C'était un mensonge tellement évident que j'ai failli éclater de rire. Mais hier, vous avez posté une photo de vous en train de faire la fête dans le restaurant le plus cher de la ville. Ah, ça. C'était juste une petite fête pour ma promotion. Nous ne voulions pas paraître insensibles en publiant cela pendant ta situation. Vous m'avez tagué sur la photo, papa. Un autre silence. Plus long cette fois-ci. Tyler, tu sembles un peu stressé. Les médicaments affectent peut-être ton jugement. Quand tu te sentiras mieux, nous pourrons discuter de tout cela. L'appel a pris fin et je suis resté à regarder le téléphone dans mes mains. Henry s'est penché vers moi. Tyler, je peux te poser une question? À quand remonte la dernière fois que ta famille t'a offert quelque chose? Pas prêté, pas promis de te rendre plus tard, mais vraiment offert sans rien attendre en retour? J'ai fouillé dans ma mémoire. Des anniversaires où je recevais des cartes avec des messages génériques. Des Noëls où mes cadeaux étaient clairement achetés à la dernière minute. Généralement des articles pratiques comme des chaussettes ou des produits d'hygiène. Je ne m'en souviens pas, ai-je admis. Et quand est-ce qu'ils t'ont demandé de l'aide financière pour la dernière fois? La semaine dernière. Amanda avait besoin de capital pour agrandir le stock de la boutique en ligne. Combien lui as-tu donné? 4 500 $. Henry prit note. Et a-t-elle mentionné le prêt lorsqu'elle a publié un message sur la promotion de son père? Non. Ou lorsqu'elle a appris que vous étiez hospitalisé? Non. Henry referma le dossier et me regarda droit dans les yeux. Tyler, ils ont fait de vous un moyen de subsistance. Et maintenant que l'argent a cessé de couler, ils sont désespérés. Mais la question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? Pour la première fois en 3 jours, j'ai ressenti autre chose que de la douleur physique ou de la confusion émotionnelle. J'ai ressenti de la colère. Pas une colère explosive, mais une colère froide et calculée qui a commencé au centre de ma poitrine et s'est répandue comme de la glace dans mes veines. Grand-père, ai-je dit d'une voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis sa crise cardiaque, montre-moi exactement ce que tu as découvert à leur sujet. Henry a souri. Pas un sourire joyeux, mais le sourire d'un homme qui avait attendu des décennies pour avoir cette conversation. Tout d'abord, tu dois savoir qu'il ne s'agit pas seulement d'argent, Tyler. Il s'agit de contrôle. Et de mensonges. Beaucoup de mensonges. Il ouvrit un deuxième dossier, beaucoup plus épais. Ta sœur Mélissa n'essaie pas de s'installer, comme elle le dit toujours. Elle a 2 comptes bancaires secrets avec plus de 40 000 $ chacun. De l'argent qui aurait dû servir à rembourser les dettes que tu l'as aidé à couvrir. Mon estomac se noie. Amanda ne se bat pas pour faire décoller son entreprise. Elle possède un appartement de luxe à Chicago dont ses parents ignorent l'existence, financé par les investissements que tu as réalisés dans sa société fantôme. Et mes parents? Ah, Tyler. Tes parents sont les pires de tous. Henry sortit une série de relevés bancaires. La promotion de ton père? Elle n'a pas eu lieu la semaine dernière. Elle a eu lieu il y a 6 mois. Son salaire a augmenté de 80%. Mais ils ont continué à faire semblant d'avoir des difficultés financières pour maintenir leur virement mensuel. J'eus l'impression d'avoir une nouvelle crise cardiaque. Et ce n'est pas tout. Ta mère ne fêterait pas seulement ta promotion lors de ce dîner. Elle fêterait le fait que l'enquêteur qu'elle a engagé ait confirmé que tu n'avais pas de testament. Si quelque chose t'arrivait, tout est bien, y compris ta part de l'héritage futur de ton grand-père, lui reviendrait en tant que plus proche parent. Ces mots m'ont frappé comme des coups de poing. Il célébrait la possibilité de ma mort. Tyler, il célébrait la possibilité d'avoir enfin accès à tout ton argent sans avoir à simuler des urgences ou à inventer des besoins. À ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvrit. C'était Amanda, souriant jusqu'aux oreilles, un bouquet de fleurs manifestement acheté à la boutique de cadeaux de l'hôpital à la main. Tyler, mon Dieu, tu as l'air terrible. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu étais malade? Elle s'arrêta brusquement lorsqu'elle vit Henry et les documents éparpillés sur la table à côté de mon lit. Grand-père Henry, que fais-tu ici? Je m'occupe de mon petit-fils, répondit Henry calmement. Quelque chose que ta famille semble avoir oublié comment faire. Amanda jeta un regard nerveux sur les papiers, essayant de lire ce qui était écrit à l'envers. Tyler, chéri, tu dois te reposer. Grand-père pourrait peut-être revenir un autre jour? La famille proche doit avoir la priorité pendant ta convalescence, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est complètement cristallisé. Je regardais Amanda,
qui essayait ouvertement de me manipuler alors même que j'étais relié à des moniteurs cardiaques, puis Henri, qui avait conduit à travers une tempête pour être à mes côtés alors que personne d'autre ne s'en souciait. « Amanda, dis-je d'une voix parfaitement calme, combien d'argent me dois-tu » ? « Quoi ? De l'argent. Des prêts. Des investissements. Combien me dois-tu » ? Elle rit nerveusement. « Tyler, tu te trompes. Nous sommes une famille. On ne fait pas de compte à une famille. Réponds à la question. » Henri posa discrètement les relevés bancaires à la vue d'Amanda. « 23 470 $, dit-il calmement, au cours des 18 derniers mois. » Le sourire d'Amanda disparut instantanément. « Tyler, tu ne peux pas penser à... C'est ridicule. Cet argent a aidé toute la famille. Tu en as aussi profité. » « Comment en ai-je profité exactement, Amanda ? Eh bien, nous, la famille. La famille qui a posté des photos en train de faire la fête pendant que je mourais seul dans cet hôpital. » Amanda regarda désespérément vers la porte, cherchant clairement une issue. « Tyler, tu es manipulé. Grand-père Henri a toujours été jaloux de notre proximité. Il essaie de détruire notre famille. » C'était la mauvaise déclaration au mauvais moment. Je m'assis sur le lit, ignorant la douleur dans ma poitrine, et regardai ma sœur droit dans les yeux. « Amanda, je veux que tu sortes de ma chambre. Maintenant. Tyler. Sors. Et dis à Melissa et à nos parents que je ne veux pas les voir. Ni aujourd'hui, ni demain, ni tant que je n'aurai pas décidé quoi faire de cette famille. » Après le départ d'Amanda, précipité et visiblement bouleversé, Henri et moi sommes restés silencieux pendant plusieurs minutes. « Tyler, a-t-il finalement dit, tu as une décision importante à prendre. Laquelle ? Si tu veux simplement récupérer ton argent, ou si tu veux qu'ils subissent les conséquences réelles de ce qu'ils t'ont fait. » Je regardais par la fenêtre de l'hôpital, observant la vie normale de la ville continuer dehors, alors que ma propre vie avait été bouleversée par la cruauté calculée de personnes qui étaient censées m'aimer. « Grand-père, dis-je, ma voix empreinte d'une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années, montre-moi exactement comment je peux faire les deux. » Henri sourit et ouvrit un troisième dossier. « Eh bien, dit-il, cela va demander un peu de préparation. Mais Tyler, quand nous aurons terminé, ils comprendront exactement ce que signifie perdre tout ce qu'ils ont construit aux dépens de quelqu'un qu'ils aimaient. » À ce moment-là, réalisant pour la première fois depuis des années que j'avais quelqu'un qui était vraiment de mon côté, j'ai commencé à comprendre que mon rétablissement ne serait pas seulement physique. Ce serait une guérison complète. De ma dignité, de mon argent et, plus important encore, de ma capacité à faire la distinction entre l'amour véritable et l'exploitation déguisée en amour familial. Car tandis qu'ils pensaient m'avoir vaincu par leur indifférence cruelle, ils venaient en réalité de réveiller quelque chose dont ils ignoraient l'existence. Un Tyler qui était enfin prêt à se battre. Et cette fois, je ne me battrai pas seul. Au cours des 2 jours suivants, Henri transforma ma chambre d'hôpital en un centre d'opération silencieux. Il fit venir son comptable, son avocat et même un détective privé qu'il avait engagé quelques semaines auparavant. « Tyler, dit-il en ouvrant un ordinateur portable neuf sur la table à côté de mon lit, nous allons procéder méthodiquement. Pas d'impulsivité, pas d'émotion. Seulement des conséquences logiques à des actions égoïstes. » La première tâche consistait à dresser un bilan complet de ma situation financière. Ce que nous avons découvert était encore plus dévastateur que je ne l'avais imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de 60 000 $. Il s'agissait de 87 462 $ en 3 ans. Des prêts directs, des cosignataires, des virements automatiques, des factures que je payais temporairement depuis 2 ans. « Tyler, tu n'es pas leur fils », a répété Henri en étudiant les chiffres. « Tu es une société de prêt personnel qu'ils ont exploitée sans jamais signer de contrat. » L'avocat, Morrison, un homme chauve d'une 50aine d'années à la réputation intimidante, a commencé à nous expliquer nos options juridiques. Légalement, vous avez le droit d'annuler immédiatement tous les virements automatiques. Les cosignatures peuvent être contestées si nous parvenons à prouver qu'il y a eu coercition émotionnelle ou fausse information au moment de la signature. « Et nous pouvons le prouver ?» ai-je demandé. Morrison a souri froidement. « Tyler, votre famille a documenté sa propre cupidité sur les réseaux sociaux. Nous avons des publications de vacances coûteuses juste après que vous ayez cosigné des prêts pour des urgences. Nous avons des preuves de multiples comptes bancaires secrets. Cela s'appelle de la fraude. » Henri acquiesça. Mais d'abord, arrêtons complètement l'hémorragie financière. Au cours des heures qui suivirent, nous annulâmes méticuleusement tout. Virements automatiques, cartes supplémentaires, accès aux comptes joints. Nous changeâmes les mots de passe, supprimâmes les autorisations, annulâmes les cosignatures lorsque cela était légalement possible. La suite va être intéressante,
murmura Henri en vérifiant son téléphone. Ta mère m'a appelé 3 fois au cours des 2 dernières heures. Que voulait-elle? Des informations sur toi. Où tu es, comment se passe ta convalescence, si tu prends des décisions rationnelles pendant ton hospitalisation. Morrison rit doucement. Il panique. Les virements qui devaient être effectués n'ont pas été traités aujourd'hui. Je parierais que toutes les cartes supplémentaires ont été refusées à la dernière minute. C'est alors que mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. D'abord Melissa. Tyler, il y a un problème avec mon compte. Tu peux vérifier? Puis Amanda. Ma carte a été refusée chez Whole Foods. C'est gênant. Règle ça. Puis ma mère. Tyler, chérie, je dois te parler de toute urgence à propos de problèmes bancaires. Enfin, mon père. Tyler, tes actions irresponsables nuisent à toute la famille. Appelle-moi immédiatement. J'ai ignoré tous les appels. Henri, ai-je dit, avec une lucidité que je n'avais pas éprouvée depuis des années, je veux qu'ils subissent de réelles conséquences. Pas seulement perdre l'accès à mon argent. Des conséquences qui leur feront comprendre ce qu'ils ont fait. Henri a souri. Tyler, tu veux la justice ou la vengeance? Je veux que la vérité soit révélée publiquement. Et je veux récupérer chaque centime qu'ils m'ont volé. Alors utilisons leurs propres armes contre eux. Le plan que nous avons élaboré au cours des heures suivantes était élégant dans sa simplicité. Tout d'abord, nous les poursuivrions en justice pour tous les prêts non remboursés, en utilisant leurs revenus réels pour prouver leur capacité de paiement. Deuxièmement, nous contesterions toutes les co-signatures sur la base des informations erronées fournies au moment de la signature. Troisièmement, et plus dévastateur encore, nous exposerions publiquement leur hypocrisie en utilisant leurs propres publications sur les réseaux sociaux. Tyler, expliqua Morrison, ils ont créé un récit public de difficultés financières alors qu'ils vivaient dans le luxe avec leur argent. Ce n'est pas seulement moralement discutable, c'est potentiellement frauduleux dans certains contextes. Henri ajouta, et nous avons quelque chose qu'ils ne savent pas que nous avons. Des enregistrements complets de tous les transferts, des captures d'écran de toutes les publications contradictoires et des témoins de leurs mensonges. Mais la partie la plus satisfaisante du plan concernait ses propres réseaux sociaux. Ils ont utilisé Instagram pour m'humilier alors que j'étais en train de mourir à l'hôpital. Ai-je dit. Nous allons utiliser la vérité pour montrer exactement qui ils sont vraiment. Henri avait tout documenté. Des photos d'eux dans des restaurants chers la semaine même où ils avaient demandé de l'argent pour des urgences. Des publications sur leurs vacances à Miami alors que je payais leur hypothèque. Des célébrations de promotion qui avaient eu lieu des mois auparavant alors qu'ils prétendaient être en difficulté financière. Internet ne pardonne pas l'hypocrisie documentée, a fait remarquer Morrison. Surtout lorsqu'il s'agit d'exploitation familiale. Si vous suivez ce parcours de découverte et de transformation, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui s'est passé lorsque nous avons mis ce plan à exécution a dépassé nos attentes les plus optimistes. Cette nuit-là, Henri est resté à l'hôpital. Non pas parce que j'avais besoin de soins médicaux supplémentaires, mais parce que nous voulions être ensemble lorsque les premières vagues de choc frapperaient ma famille. Tyler, a-t-il dit en ajustant les coussins du fauteuil où il allait dormir, demain sera le premier jour de ta nouvelle vie. Une vie où tu ne seras plus le banquier personnel de gens qui confondent générosité et faiblesse. J'ai regardé par la fenêtre de l'hôpital, voyant les lumières de la ville s'allumer une à une. Grand-père, pourquoi as-tu décidé de m'aider maintenant? Tu as toujours su comment ils étaient? Henri soupira profondément. Tyler, j'ai perdu ton père à cause de la cupidité il y a longtemps. Je ne te perdrai pas aussi. Et pour ce que tu veux savoir, oui, je savais. Mais parfois, les gens ont besoin de découvrir la vérité par eux-mêmes avant d'être prêts à agir. Et maintenant, je suis prêt. Maintenant, tu es libre. Le lendemain matin, nous allions commencer la mise en œuvre. Et tandis que ma famille dormait probablement, inconsciente de la tempête qui allait bientôt s'abattre sur la vie qu'elle s'était soigneusement construite à mes dépens, je dormais enfin paisiblement pour la première fois depuis des années. Parce que parfois, la vengeance la plus douce n'est pas la destruction. Elle consiste à révéler la vérité d'une manière qui rend le déni impossible et le changement inévitable. La première explosion a eu lieu le lundi à 8 h du matin. Melissa a appelé 27 fois en 15 minutes. Quand j'ai enfin répondu, sa voix était 2 octaves plus haute que d'habitude. Tyler, qu'est-ce que tu as fait? Mon compte est bloqué. La banque parle d'une enquête pour fraude. Bonjour à toi aussi, Melissa. Ne me sors pas ton sarcasme. J'ai besoin de cet argent aujourd'hui. J'ai des factures à payer. C'est intéressant. Des factures à payer avec l'argent que tu m'avais dit que tu me rendrais dans 2 semaines. Ça fait 8 mois. Henri, assis à côté de moi dans la chambre d'hôpital,
prenez des notes pendant que je mettais le haut-parleur. Tyler, tu ne peux pas simplement me couper l'accès comme ça. Nous sommes une famille. Une famille, ai-je répété lentement. Comme quand vous avez posté cette photo en train de faire la fête pendant que j'étais en soins intensifs. Un silence de mort s'est abattu sur la ligne. C'était un malentendu. Nous ne savions pas. Mélissa, vous m'avez tagué sur la photo. Avec une légende disant que vous aviez enfin trouvé la paix sans drame. Alors que j'étais branché à des machines qui surveillaient chaque battement de mon cœur. Tyler, tu dramatises. Non, Mélissa. Ce qui est dramatique, c'est de découvrir que tu as 2 comptes secrets avec plus de 40 000 $ chacun, de l'argent qui aurait dû servir à rembourser les dettes que j'ai couvertes pour toi. Le silence s'est prolongé pendant plusieurs secondes. Comment as-tu, qui t'a dit ça? Les documents publics sont fascinants, n'est-ce pas? Surtout quand on croise les informations des déclarations d'impôts avec les relevés bancaires. Mélissa a raccroché brusquement. Henri a souri. 1 sur 4. Je pense que les prochains appels seront plus intéressants. Il avait raison. Amanda a appelé 30 minutes plus tard, la voix tremblante de rage. Tyler, tu as détruit mon entreprise. Mes fournisseurs annulent leur contrat parce que ma ligne de crédit a été supprimée. Amanda, ton entreprise n'a jamais existé. C'était une façade pour blanchir l'argent que tu recevais de moi. C'est un mensonge. 43 000 $ d'investissement au cours des 2 dernières années. 0 vente déclarée. Mais tu as quand même réussi à acheter un appartement de luxe à Chicago. Comment tu sais pour Chicago? Parce que j'ai engagé un détective privé. Tu pensais vraiment que poster des photos d'un pantouse à $1 million tout en prétendant que ton entreprise était en difficulté passerait inaperçu éternellement? L'appel se termina par un autre raccrochage brutal. Mes parents ont mis plus de temps à rappeler. Quand ils l'ont enfin fait, c'était ma mère, la voix chargée d'une colère froide que je lui avais rarement entendue. Tyler, tu détruis cette famille à cause d'une sorte de dépression nerveuse. Nous devons parler en personne. Il n'y a rien à dire, maman. Tu fais une terrible erreur. Annuler tous ces virements, porter de fausses accusations. Fausses? Maman, vous étiez en train de vous réjouir parce que vous pensiez que je pouvais mourir et que vous auriez alors accès à tout mon argent sans avoir à simuler d'autres urgences. C'est ridicule. Ah oui? Alors pourquoi avez-vous engagé un détective privé pour vérifier si j'avais rédigé un testament? Silence total. Tyler, dit-elle enfin, la voix désormais soigneusement maîtrisée, tu as besoin d'une aide professionnelle. Ces fantasmes paranoïaques. Maman, j'ai des copies des emails que vous avez envoyés à l'avocat pour vous renseigner sur la succession AB intestat. J'ai les enregistrements des appels passés à la compagnie d'assurance pour vous renseigner sur les polices d'assurance vie. J'ai des preuves de tout. La communication fut coupée sans un mot. Henri regarda sa montre. Phase 2 sur 3, 2, 1. Mon téléphone sonna. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Tyler, ici Jennifer Walsh, de Channel 7 News. Nous avons reçu des informations intéressantes au sujet de votre famille et nous aimerions vous poser quelques questions. Henri acquiesça d'un signe de tête. Il avait contacté Jennifer 3 jours plus tôt, lui fournissant un historique complet de l'exploitation financière, ainsi que des pièces justificatives. Je serais ravi de vous parler, Jennifer. Excellent. Nous sommes particulièrement intéressés par le décalage entre les publications de votre famille sur les réseaux sociaux et vos allégations de difficultés financières. Certaines des preuves que nous avons reçues sont assez convaincantes. 10 minutes plus tard, mon téléphone a explosé. Mélissa, c'est QOI cette hystérie à propos d'une interview à la télé. Amanda, Tyler, arrête ça maintenant ou tu le regretteras. Mon père, si tu parles à un journaliste, tu ne seras plus jamais le bienvenu dans cette famille. J'ai ignoré tous les messages. À 3 heures de l'après-midi, le reportage a été diffusé en direct. Jennifer Walsh se tenait devant l'hôpital, relatant l'histoire avec la précision clinique d'une journaliste expérimentée. Une famille de Boston fait face à des accusations d'exploitation financière après avoir prétendument soutiré plus de 87 000 $ à un membre de la famille sur une période de 3 ans. L'homme, qui a subi une crise cardiaque lors d'un match des Celtics, affirme que sa famille a célébré son hospitalisation sur les réseaux sociaux tout en refusant de lui rendre visite. L'écran a montré des captures d'écran de la photo Instagram, y compris la légende « Family Day Without the Drama », une journée en famille sans drame, et les eurodatages prouvant qu'elle a été publiée pendant que j'étais en soins intensifs. Des documents obtenus par Channel 7 montrent un schéma de transfert financier de la victime vers plusieurs membres de la famille, y compris des cosignataires sur des prêts et des hypothèques, souvent sous le prétexte d'urgence temporaire.
Le reportage comprenait des interviews d'experts financiers expliquant comment les familles prédatrices opèrent, utilisant la manipulation émotionnelle pour maintenir un accès constant aux ressources des membres vulnérables. Mais le plus dévastateur est venu lorsque Jennifer a montré la chronologie. Les registres montrent que plusieurs urgences financières présumées se sont produites au cours de la même période où des membres de la famille publiaient des photos de vacances coûteuses, de dîners dans des restaurants de luxe et d'achats importants. Des captures d'écran sont apparues à l'écran. Melissa a mis 2 semaines après que j'ai payé son loyer en retard. Amanda avec des sacs à main de marque le même mois où elle a investi 4 000 $ dans son entreprise en difficulté. Mes parents trinquant dans un restaurant 5 étoiles 3 jours après que j'ai payé leur hypothèque en retard. Le reportage s'est terminé par une déclaration percutante. Channel 7 a contacté la famille pour obtenir des commentaires. Ils ont refusé de répondre. Cependant, des sources proches de l'enquête suggèrent que des aspects juridiques sont à l'étude, notamment une possible fraude électronique et des lois sur l'exploitation financière des personnes âgées qui pourraient s'appliquer. Mon téléphone n'a pas cessé de sonner pendant le reste de la journée. Mais les appels ne venaient pas seulement de ma famille. Cousins, oncles, connaissances de la famille, tous appelaient pour exprimer leur choc et leur soutien. Des personnes que je n'avais pas entendues depuis des années me contactaient soudainement pour me dire qu'elles avaient toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas. L'ex-petite amie d'Amanda a appelé pour raconter comment Amanda avait toujours eu de l'argent malgré ses affirmations selon lesquelles son entreprise était en difficulté. Un voisin de mes parents a mentionné qu'ils avaient récemment fait refaire leur allée et se demandaient où ils avaient trouvé l'argent. La tension montait, et ma famille découvrait que leur récit soigneusement construit s'effondrait en temps réel. À 20 h, mon père est arrivé à l'hôpital. Il ne figurait pas sur la liste des visiteurs autorisés, et la sécurité l'a arrêté dans le hall. Mais il a commencé à crier si fort que je pouvais l'entendre à travers les murs. « Tyler, sors de là et parle-moi comme un homme. » Henry a appelé la sécurité, mais avant qu'il ne puisse l'escorter dehors, il a réussi à crier une dernière menace. « Tu as Léa à payer pour ça. Tu es en train de détruire 40 ans de relation. Personne ne te croira. » C'est alors qu'Henry m'a discrètement tendu sa tablette, me montrant les sujets tendances sur Twitter local. Hashtag Boston Family Fraud était en 3e position. Hashtag Celtics Cardiac Scan était en 5e position. Non seulement les gens me croyaient, mais ils amplifiaient l'histoire, partageaient leurs propres expériences de violence financière familiale et transformaient ma famille en exemple à ne pas suivre. Ce soir-là, alors qu'Henry examinait tranquillement des documents juridiques à mes côtés, j'ai reçu un dernier message. Il venait de ma mère. « Tyler, s'il te plaît, pouvons-nous régler cela en privé ? Toute la famille souffre. » J'ai regardé Henry, qui m'observait calmement. « Tyler, a-t-il dit doucement, la justice n'est pas toujours une question de punition. Parfois, il s'agit de s'assurer que le mal cesse. Et tu penses que le mal a cessé ? Je pense, dit-il, qu'ils comprennent enfin que tu n'es plus leur distributeur automatique personnel. Et que le monde entier sait désormais exactement qui ils sont vraiment. » J'ai regardé le message de ma mère pendant un long moment. Puis, pour la première fois depuis mon réveil à l'hôpital, j'ai tapé une réponse qui venait directement du cœur. La souffrance que vous ressentez actuellement n'est qu'une fraction de celle que j'ai ressentie pendant des années. La différence, c'est que votre souffrance a une date de fin. La mienne était censée durer éternellement. Il n'y a pas eu de réponse. Et tandis que les lumières de Boston scintillaient à travers la fenêtre de l'hôpital, j'ai réalisé que la véritable victoire n'était pas de les détruire. Elle était enfin, après des années d'invisibilité, de devenir quelqu'un qui ne pourrait plus jamais être ignoré, rejeté ou pris pour acquis. Car demain, lorsque les conséquences juridiques commenceraient vraiment, ils apprendraient que parfois, la personne la plus silencieuse dans la pièce est aussi la plus dangereuse. 6 mois plus tard, assis sur la terrasse de notre chalet dans les montagnes du Colorado, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Morrison, mon avocat. « Tyler, le procès est terminé. Nous avons réussi à récupérer 73 000 $ grâce à un accord. Votre famille a préféré ne pas aller au tribunal. Justice avait été rendue, mais la véritable victoire ne résidait pas dans l'argent récupéré. Melissa a perdu ses sponsors et a fermé tous ses comptes sur les réseaux sociaux après avoir été exposée. Amanda a dû vendre son appartement à Chicago et retourner chez ses parents. Mon père a été définitivement licencié après que l'entreprise a découvert les mensonges figurant dans son casier judiciaire. Ma mère a dû trouver un emploi pour la première fois en 20 ans. Ils ont perdu leur maison, leur réputation et, plus important encore, ils ont perdu le contrôle sur moi. Henry et moi avons construit une vie simple mais authentique. Il m'a appris à pêcher, à cuisiner les recettes de sa mère, et surtout, à faire la différence entre les personnes qui m'aimaient pour ce que j'étais et celles qui m'aimaient pour ce que je pouvais leur apporter. Tyler,
m'a-t-il dit un matin en préparant le café dans la cuisine rustique, la plus grande vengeance n'est pas de détruire ceux qui te font du mal. C'est de te construire une vie si belle qu'ils deviennent insignifiants pour ton bonheur. J'ai commencé un travail à distance en tant que consultant en ingénierie, gagnant plus que je n'avais jamais gagné pour subvenir aux besoins de ma famille. Sans les sangsues financières, j'ai découvert que je pouvais vivre confortablement en travaillant moins d'heures. Je me suis fait de nouveaux amis en ville, des gens qui m'ont connu pour ma personnalité, pas pour mon compte en banque. Des relations basées sur une réciprocité réelle, pas sur un besoin unilatéral. Le dernier message que j'ai reçu de ma famille venait de Mélissa, 8 mois après notre rupture. « Tyler, je comprends maintenant ce que nous avons fait. Si tu peux me pardonner. » Je n'ai pas répondu. Non par cruauté, mais parce que le pardon ne signifie pas la réconciliation. J'ai pardonné pour ma propre paix, mais cela ne les rendait pas à nouveau en sécurité. La véritable leçon de ce parcours n'était pas la vengeance, mais l'estime de soi. Pendant des années, j'ai confondu amour et utilité. Je pensais qu'être nécessaire signifiait être aimé. Mais le véritable amour n'impose pas de frais d'entretien. Henri me l'a montré chaque jour. Il m'aimait sans rien attendre en retour, me soutenait sans arrière-pensée, était présent sans attendre de récompense. Si cette histoire vous a touché, si vous reconnaissez des schémas d'exploitation dans votre propre vie, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de transformation et de croissance personnelle. Parce que parfois, les personnes qui devraient le plus nous protéger sont précisément celles dont nous devons nous protéger. La semaine dernière, Henri et moi avons regardé le coucher de soleil dans les montagnes, en buvant un café préparé sans arrière-pensée. « Il te manque » m'a-t-il demandé. « La famille que je pensais avoir me manque » ai-je répondu. Mais l'exploitation que j'ai subie ne me manque pas. C'est la différence entre la nostalgie et la réalité. Aujourd'hui, ma vie est plus simple, mais infiniment plus riche. Car j'ai découvert que la paix vaut mieux que l'amour de personnes qui ne vous aiment que lorsque vous leur êtes utile.